Chers amis de l'Oise, bonjour. Ici l'Oise est de retour au cœur d'un été qui s'annonce torride pour une nouvelle balade dans notre joli département. Peut-être allez-vous partir en vacances, loin de l'Oise. Mais si vous restez chez nous, je vous propose 5 étapes fort sympathiques. D'abord, du côté de Saint-Jean-au-Bois, dans la forêt de Compiègne, non loin de Pierrefonds. Vous découvrirez un petit village forestier merveilleux. Puis ensuite, nous irons à Francières et sa sucrerie, où nous apprendrons l'histoire de l'or blanc. Puis, ce sera l'heure d'aller à Courcelles-les-Paillelles, au nord du plateau Picard, où en 1918 a eu lieu une bataille infernale qui a sauvé Paris et qui a permis la victoire finale. Ensuite, nous irons à Jonquière, où nous pourrons aller dans une église pas comme les autres, avec des vitraux tout à fait extraordinaires. Enfin, nous achèverons notre périple à Chalice. Chalice, le domaine de Chalice, un endroit tout à fait merveilleux avec des pierres millénaires et puis une nature, des animaux, un art tout à fait extraordinaire. Ici l'Oise. Le saviez-vous? Un des plus grands tubes de l'histoire de la variété française, qui a fait chavirer des milliers de cœurs, a été écrit dans l'Oise et doit son nom à une petite commune de l'Oise. Vous l'avez peut-être deviné, c'est Saint-Jean-au-Bois. C'est mon amant de Saint-Jean, cette belle chanson. Mais Saint-Jean-au-Bois, c'est pas seulement un tube, c'est aussi et surtout un merveilleux petit village forestier au cœur de la forêt de Compiègne, non loin de Pierrefonds. On y va. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-au-Bois avec Monsieur le maire, Jean-Pierre Leboeuf. Saint-Jean-au-Bois, c'est ce qu'on appelle un village forestier parce qu'il est au cœur de la forêt. Et la première des choses à savoir sur Saint-Jean-au-Bois, c'est que les habitants de Saint-Jean-au-Bois s'appellent les solitaires. Pourquoi? Alors pourquoi les solitaires? Eh bien, à la Révolution, en 1791, tous les noms anciens ont été débaptisés. Et ça pendant 2 ans. Et à l'époque, donc Saint-Jean-au-Bois est devenu la solitude, d'où le nom de solitaire pour les habitants. 1793, Saint-Jean retrouve le nom de Saint-Jean-au-Bois. Et les habitants eh bien, ont gardé le nom de solitaire. Alors, Saint-Jean-au-Bois, c'est ce qui s'appelle vraiment un village forestier au cœur de la forêt. Vous êtes entouré de bois, entouré de serres. C'est un village idéal pour les promeneurs, pour les vététistes, pour les cavaliers. Mais vous êtes à portée de main de Compiègne. Vous n'êtes pas loin de Senlis, vous n'êtes pas loin de l'autoroute de Roissy. Est-ce que c'est devenu un village dortoir, un village de résidence secondaire ou c'est un village qui vit? C'est un village qui vit, dortoir non, résidence secondaire beaucoup moins. Il y en avait, j'allais dire à une certaine époque, on avait 40% de résidences secondaires. Aujourd'hui, on est entre 10 et 12% de résidences secondaires. Dès qu'il y a une maison, eh bien, si le prix est raisonnable, ça se vend tout de suite. Ça se vend tout de suite. On est le trait d'union, donc Compiègne, Pierrefonds. Et après, si on fait la boucle, eh bien, il y a Bumoulins, qui est aussi un village forestier et avec qui on a d'excellentes relations. Donc les chemins de randonnée, les pistes cyclables qui sillonnent la forêt de Compiègne sont des atouts incontestables pour le tourisme aussi, pour la découverte. Et puis la nature, 20 minutes dans la forêt, chaque jour, eh bien, c'est 20 minutes de bonheur et c'est le meilleur des médicaments. Saint-Jean-au-Bois, c'est aussi
ici un café, épicerie, restaurant, et puis il y a une très bonne auberge, la Bonne Idée, Exactement. avec une étoile. Avec une étoile, Sébastien Tanto, qui est un excellent chef. De l'art culinaire pour un prix tout à fait raisonnable et une qualité exceptionnelle. Ouais. Saint-Jean-au-Bois, c'est un village bucolique, un village poétique, un village qui compte dans la variété française parce qu'il y a une chanson très célèbre qui trouve sa source ici, monsieur le maire. Tout à fait. Elle a été dans cette auberge, c'est en 1937, comme la plaque l'indique, Émile Carrara qui composa la mélodie de la célèbre chanson Mon amant de Saint-Jean. Donc il faut savoir qu'à chaque manifestation au niveau du village, eh bien, tout le monde ensemble, tous les habitants et tous les gens qui participent à l'événement, on chante Mon amant de Saint-Jean. Alors à Saint-Jean-au-Bois, tout a du cachet. Même ce qui s'appelle la maison du village, voilà, c'est pas une salle polyvalente, c'est ce bel ensemble où il y a une bibliothèque, il y a un lieu d'exposition. Le tourisme à Saint-Jean-au-Bois, c'est les vieilles pierres, mais c'est aussi et surtout la nature, la promenade. Et alors là, on est sur un lieu de passage, un départ notamment de pistes cyclables et de promenades pédestres. Tout à fait, ouais, puisque la piste cyclable qui est à notre droite, c'est Compiègne. Donc on est à 9 km à peu près par la piste cyclable à Compiègne. Après, si on continue sur la gauche, on va sur Pierrefonds. De Pierrefonds, après, ils peuvent faire la boucle sur Vieux-Moulin. Ouais. Vieux-Moulin. Et donc après, vous avez tous les chemins de randonnée. Les deux tours de Saint-Jean-au-Bois, cette porte fortifiée, c'est un peu le symbole visuel de la commune. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi. Saint-Jean-au-Bois, c'est un village magique avec au cœur du village magique ce qui a fait naître le village, l'abbatiale. Cette abbatiale majestueuse, c'est un lieu où la musique est reine. Il y a régulièrement des concerts. Alors cette abbatiale date du XIIe siècle, un gothique débutant mais déjà plus que majestueux, une acoustique tout à fait extraordinaire. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Ici nous sommes dans l'aire de jeu pour les plus petits, mais aussi pour leurs parents de Saint-Jean. Il y a aussi un petit verger partagé. Exactement. La nature, c'est important pour vous? Oui, ça fait partie de l'équilibre. Donc là, c'est principalement que des pommiers. À Saint-Jean-au-Bois, on aime les vieilles pierres, mais on aime aussi les arbres. Et vous avez donc un arboretum. Tout à fait, avec principalement des essences locales. Des essences locales. Des essences locales. De l'espace pour pique-niquer. Donc il y a énormément de personnes qui viennent le week-end, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on aime bien partager notre village. Donc les gens viennent pour pique-niquer, donc ils mettent la couverture, ils mettent et puis après tout le monde s'installe. C'est un arboretum très pédagogique avec donc des petites plaques explicatives, avec donc les feuilles, le nom de l'arbre, son nom aussi scientifique et latin. On apprend beaucoup de choses ici. Merci beaucoup Jean-Pierre. Depuis près de 200 ans, l'Oise est une terre betteravière et sucrière. Même s'il ne reste plus qu'une seule sucrerie aujourd'hui, à Chevrières, il y a un petit peu partout, notamment sur le plateau Picard et dans la plaine d'Estrée, des vestiges majestueux, impressionnants de ces anciennes sucreries avec leurs grandes cheminées. Je vous propose d'aller à Francières, découvrir une ancienne sucrerie, découvrir l'histoire du sucre blanc, la vie d'une sucrerie de jadis, un voyage dans l'histoire passionnant. Nous sommes à Francières, plus exactement à la sucrerie de Francières, qui est non seulement un lieu, mais aussi un lieu-dit.
La sucrerie de Foncière, c'est un endroit qui, pendant près de 150 ans, a vécu autour du sucre. Nous sommes avec Jean-Pierre Bricou qui va nous faire visiter cet endroit tout à fait particulier. Alors, la première pierre ou la naissance, c'est en quelle année exactement? Alors, la naissance, c'est en 1829. Donc, c'est à ce titre une des premières sucreries de France, créée à l'initiative d'un agriculteur local de Foncière, qui voulait valoriser ses betteraves et qui a créé une sucrerie, tout simplement. Donc dans les années 1830, la culture de la betterave à sucre et surtout sa transformation en sucre va se multiplier dans certains territoires, de l'Oise notamment, et énormément de gens vont vivre grâce à la betterave à sucre et à sa transformation. Aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule sucrerie dans l'Oise. Une seule sucrerie dans l'Oise, à Chevrières, tout près d'ici. Tout près d'ici. Mais le territoire, le paysage du territoire a été marqué par des bâtiments spectaculaires avec des grandes cheminées. Ces bâtiments sont spectaculaires parce qu'ils abritaient aussi une activité très forte. Combien de personnes pouvaient travailler dans une sucrerie? Dans une sucrerie comme Foncière, nous avions 80 permanents. Et l'effectif doublait pendant la saison, c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois de janvier, avec des employés saisonniers, ce qui fait qu'on passait à un effectif de 160 personnes. L'activité à la base, c'est la culture de la betterave sucrière qu'on va arracher. Et à l'arrivée, après moult transformations, ça donnera ce pain de sucre. Un pain de sucre qui est la forme originale du sucre raffiné, que l'on cassait à l'aide d'un marteau pour faire des morceaux de sucre. Oui. Voilà. Ensuite, on est passé au sucre en morceaux directement. Alors, c'est une agro-industrie avec un rôle de la chimie réelle. Il y avait un laboratoire ici, on ira le voir. Il y avait un laboratoire qui est en quelque sorte la salle de contrôle, encore aujourd'hui, la salle de contrôle d'une sucrerie. Oui. Alors, dans une sucrerie, on a toujours une grande cheminée. On a aussi ce qu'on appelle un four à chaud ou des fours à chaud. Alors, on a toujours un four à chaud. La chaux sert dans le processus de transformation pour épurer les jus issus de la betterave. Et à Foncière, on a la chance d'avoir conservé un four à chaud Louis-Philippe, donc qui est un monument remarquable, quasiment le seul exemplaire en Europe. Donc ici, on est dans un lieu de patrimoine industriel, mais on est aussi dans un lieu de pédagogie. Vous accueillez des scolaires, vous accueillez aussi des visiteurs. Alors comment ça fonctionne ? Alors en fait, nous avons, entre guillemets, confié l'accueil du public à une association qui s'appelle Planète Sciences Hauts-de-France et qui accueille entre 5 et 10 000 personnes par an à Foncière, essentiellement scolaires, de tous âges, effectivement dans un objectif de manipulation, d'éveil des enfants à la technologie, à l'industrie, et puis aussi un lieu de transmission de la mémoire. Pour l'accueil du public, c'est d'avril à octobre, le premier dimanche du mois. Le premier week-end. Le premier week-end, de chaque samedi mois. Dimanche. Donc sans visite libre, sans avoir besoin de réserver. Effectivement, chaque premier week-end du mois, le site est ouvert pour le grand public. Donc si vous voulez tout savoir sur l'histoire, la fabrication du sucre à partir de la betterave, il faut venir à tout prix à Foncière, à la sucrerie de Foncière. Donc des années 1830 jusqu'aux années 1960, à la base, on amène des betteraves ici, on les lave, ensuite... Ensuite, on les découpe en fines lamelles qu'on appelle des cossettes. Voilà, vous en avez quelques exemples ici. Ces cossettes, on les introduit dans une diffusion. C'est ce que nous avons, la grosse machine qui est derrière nous. Cette diffusion tourne sur elle-même, emmène les betteraves dans un sens. Dans l'autre sens, vous faites avancer de l'eau tiède. L'eau se charge par simple osmose du sucre contenu dans les cossettes et vous récupérez un jus sucré dans un sens. Et de l'autre côté, des cossettes sans sucre qu'on appelle de la pulpe qui ensuite est redonnée comme nourriture aux animaux. C'est ça. L'usine était un endroit qui travaillait presque en continu parce qu'il y a une période de récolte, etc. Et il me semble qu'à la grande époque, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de Noël, on travaillait. Ah, on travaillait, c'est clair. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les sucreries n'arrêtent jamais entre le début de la campagne
septembre et la fin de la campagne en janvier. Tous les jours, une sucrerie fonctionne. Alors, il y avait un labo dans une sucrerie, mais il pouvait y avoir aussi une école. Une école publique, bien entendu, qui a été installée ici en 1905 pour éviter que les enfants du hameau aillent jusqu'à Francières village, comme on disait à l'époque, classe unique. Classe unique, oui, Classe tout à fait. unique, du CP jusqu'au CM2. Et ça a fonctionné jusqu'en 69. 71. J'ai été élève ici, hein, et ma place, voyez-vous, était là. Alors les ouvriers, il fallait les loger, hein, comme dans les mines. Donc ici, ce sont des corons sucriers. On peut dire ça, Ouais. effectivement. On logeait sur place les gens qui étaient absolument essentiels Essentiel, à la fabrication. Il fallait qu'ils puissent intervenir en pleine nuit si jamais il y avait une panne ou autre. Donc c'était le chef électricien, l'ingénieur chimiste, voilà, les gens essentiels. Les autres salariés étaient logés dans les villages alentours. D'août 1914 à novembre 1918, des taxis de Nanteuil-le-Haudouin à l'Armistice en forêt de Compiègne, la Première Guerre mondiale a souvent eu pour théâtre l'Oise. Mais il est des scènes et des actes moins connus et tout aussi importants qui se sont passés dans l'Oise, comme la bataille du Matz, au cœur de l'été 1918, une bataille clé pour gagner cette guerre. Elle s'est passée en grande partie à Courcelles-et-Paillel, où un joli petit musée a vu le jour. Nous allons aller le découvrir. Nous sommes à Courcelles-et-Paillel, en bordure de la Somme, une zone qui a été fortement touchée par les combats de la Première Guerre mondiale. Et pour cette raison, des passionnés de la Première Guerre mondiale ont décidé d'implanter dans ce beau village une maison d'accueil du circuit des chars et de la bataille du Matz. Alors, monsieur le maire, Jean-Louis Hénon, vous avez décidé d'accueillir ce petit musée, en quelque sorte, dans l'ancienne école. Et après une exposition de Bruno Jurkiewicz dans la salle, il y a 10-12 ans à peu près, on a commencé à mûrir le projet. Et comme l'école était fermée, l'idée m'est venue de faire ce musée dans l'école. C'est un symbole. C'est tout un symbole. Et ça m'a fait plaisir parce qu'on s'est tout de suite bien entendu avec Bruno. Et donc, ne pas oublier la bataille du Mât, c'est une chose importante. Elle n'était pas tellement connue. Si Bruno n'était pas là, je pense qu'on n'en parlerait pas du tout. On parle de la bataille de la Somme, on parle du chemin des Dames, on a le wagon de l'Armistice à Compiègne. Et entre deux, l'Oise est un peu oubliée, enfin l'Oise, la partie de l'Oise, de la Somme est un peu oubliée. Le papa du musée, c'est un Bruno bien grand mot. Jurkiewicz. C'est un bien grand mot, mais tu es le prototype du passionné. Tu avais une collection personnelle d'objets, de photos, de films, et tu as, avec beaucoup d'amis, décidé de transmettre aux jeunes générations, aux autres, ton savoir et ta passion à travers ce musée. Tout à fait. Cette passion, elle date de 1964. Les anciens nous apprenaient tout ça, et nous, dans nos jeux de gamins, on reproduisait. Alors personne ne voulait être allemand, on était tous français. C'était très très difficile pour être allemand. Et en 2001, j'ai écrit mon premier livre avec Yves Buffetot. C'était sur la bataille du Mât, parce que c'est une bataille qui est complètement méconnue. Il faut savoir que si les Allemands attaquent le 9 juin 1918, et la bataille est finie le 13 juin. Il faut savoir qu'ici, à Courcelles, c'est le pivot. Si Courcelles tombe le 11 juin, et les Allemands ils prennent Étré-Saint-Denis, ils prennent Compiègne, et c'est un pôle pour marcher sur Paris. Ouais. On a résisté ici. On a résisté, tout à fait. Les poilus ont résisté. Les Allemands ne passent pas. Et les pertes sont énormes. Je n'ai pas les chiffres en tête là, mais les pertes sont énormes. Le soldat français défend sa terre.
Ici, il y a aussi beaucoup de cartes Oui. qui racontent effectivement cette fameuse bataille du Mât, avec donc la progression des troupes, les reculs. Et alors, c'est une bataille dans laquelle, effectivement, les chars ont eu un rôle clé. Les chars partent et les soldats sont à côté. Et tout est plat, il n'y a rien pour se protéger. Et ils partent au sacrifice. Bruno, tu as écrit combien de livres sur 14-18 ? 17. 17 livres, plus de nombreux articles dans des brochures, dans des revues. Oui. Tu es notamment un grand spécialiste des chars. Oui. J'ai 200 000 documents sur l'Oise. 200 000 documents sur l'Oise. J'ai comptabilisé. Oui, et s'il y a 200 000 documents sur l'Oise, c'est que l'Oise a été un lieu de combat. Dans certaines communes, quand le château d'eau ne sert plus, on le démolit. Ici, Jean-Louis Hénon, il a eu une idée tout à fait remarquable. Il s'en est servi pour mettre en valeur les hommes qui ont eu un rôle clé dans cette bataille du Mât. Tout à fait. Donc l'idée est venue à la suite du musée. On se trouve à quelques mètres du musée, de compléter cette exposition. Parmi les personnages qui ont droit à leur portrait ici, je vois le père La Victoire, je vois Clémenceau, ça veut dire qu'il est venu pas loin. Il est venu fin août 1918, il est venu voir les restes des chars détruits. Il était devant un char Schneider. D'ailleurs, bon, la photo là, elle a été prise à Monchy-Lumière parce que c'était la plus belle. L'autre, on ne pouvait pas la mettre. Mais il faut savoir qu'il est venu entre Méry et Courcelles, fin août. Et avant d'aller sur Noyon, il allait voir toujours le champ de bataille. Le maréchal Foch aussi, oui. Et qui est lui qui dirige les grands mouvements des armées alliées. Et on a aussi le général Étienne, le père des chars. Le père des chars. Et là, on était obligé de le mettre parce que lui, il est venu sur le champ de bataille. Et les 3 chars, oui, qui ont combattu dans... Alors, attention, dans les 3 chars, il y en a un qui a combattu le 10 août. C'est le char Renault, c'est l'ancêtre de tous les chars de maintenant. Le char Celui Renault qui est à gauche. Voilà. En haut, vous avez le Saint-Chamond et sur la droite, le Schneider. Merci pour tout, messieurs. À Jonquière, petit village du Compiègnois, il y a une belle église. Comme partout en France d'ailleurs, mais cette église, elle n'est pas comme les autres. Non pas pour son architecture, mais pour sa décoration intérieure et surtout ses vitraux. Des vitraux qui avaient un siècle d'avance, des vitraux faits par un homme étonnant, un homme d'église, l'abbé de Ligny, mais qui était aussi un homme de l'art. Découverte des vitraux de l'abbé de Ligny à Jonquière. Nous sommes maintenant à Jonquière, charmante commune du Compiègnois, avec Jean-Claude Chireux, monsieur le maire, Alain Denel, monsieur le premier adjoint. Jonquière qui tire son nom des joncs. Des joncs. Alors vous avez un beau logo, expliquez-nous ça, cher Jean. Alors les joncs, par rapport aux mares qui existaient dans le temps sur Jonquière, le village a eu jusqu'à une dizaine de mares, n'est-ce pas Alain ? Voilà. Il en reste une à l'heure actuelle. Et puis après, la brique, parce que tu as pu voir que le village était de briques, parce que sur la 31, il y avait une briqueterie dans le temps. Briquette. Voilà, donc c'était la reprise un petit peu de ce logo qui a été créé il y a quelques années par l'Arc. Voilà. Donc Jonquière, village de joncs, village de briques, mais village où aussi il y a une richesse, un trésor tout à fait particulier, les vitraux de l'église qui ont été faits par l'abbé de Ligny. On va aller voir ça. Nous sommes dans l'église Saint-Nicolas de Jonquière. Une église, c'est une Bible de pierre. Mais parmi les ornements les plus beaux qu'on peut trouver dans une église, il y a les vitraux. Ces vitraux, ils sont souvent très classiques, mais pas à Jonquière. On a des vitraux uniques au monde, uniques en France, parce qu'ils ont été faits par un homme très particulier, l'abbé de Ligny.
Donc c'était un homme d'église qui faisait la messe, mais qui en plus faisait des vitraux, qui est devenu maître verrier. On peut le dire, oui. Il est venu maître verrier avec une technique toute particulière qui a surpris. Alors ce sont des verres colorés, c'est pas peint, Oui. c'est peint, et adapté soit avec les plombs, soit des petits points de colle. De colle. Ah oui, d'accord. C'était du verre déjà coloré, qui était assemblé comme une mosaïque. On est donc dans les années 1850, sous Napoléon III, et l'abbé de Ligny a 100 ans d'avance, voire même plus. Il fait de l'art contemporain. Alors, il s'inspire de la Bible, des grands passages de la Bible, avec avant tout des objets, pas de personnages. Alors là, ici, on voit l'arche de Noé, la création du monde, le péché d'Adam. Alors, il y a un personnage quand même, on voit le serpent, le péché d'Adam. Et il y a cet art des couleurs aussi très particulier pour ce siècle-là. Lui-même qui a construit sa maison. Ah, c'était un sacré personnage. C'était un sacré personnage et qui savait faire beaucoup de choses de ses mains. Voilà. Alors dans cette église, l'abbé de Ligny a fabriqué 16 baies, donc 16 vitraux. Il y en a 15 qui sont consacrés à l'histoire religieuse et il y en a un qui est tout à fait étonnant, qui est consacré à des instruments de musique. Alors il y a 8 instruments de musique à savoir, chers amis, de bas en haut. De bas en haut, le serpent, genre de trombone, trombone ou tuba, un violon, une guitare ou un violoncelle, une lyre, des clarinettes peut-être, non? Clarinette ou flûte, oui. Voilà. Après, on a le tambour, et puis chapeau chinois, je pense. Chapeau chinois ou pavillon chinois, qui est un instrument effectivement plus tellement utilisé. Mais c'est quelque chose d'unique en France, au monde. On n'a aucun vitraux comme ça d'instruments, qui plus est datant des années 1860. Voilà. Et donc, si vous voulez venir voir peut-être parmi les plus beaux, ou en tout cas les plus originaux vitraux de l'Oise, il y a une destination, Jonquière. Quel est le point commun entre Jacouille la Fripouille, le peintre de la Renaissance, le Primatis, Mylène Farmer et la reine des fleurs, la rose? C'est Chalice, un endroit tout à fait magique, un écrin de pierre et de verdure au sud de l'Oise. On y va? Parmi les bijoux, les trésors de l'Oise, il y a le domaine de Chaly. Chaly, au sud de l'Oise, non loin de Senlis, d'Ermenonville. Chaly, des pierres sacrées avec une âme très riche. C'est un domaine qui est né au XIIe siècle. Avec Alexis de Kermel, l'administrateur général, on va faire plus ample connaissance de ceci. Le domaine de l'abbaye de Chaly, l'abbaye royale de Chaly, est fondée en 1137 par le roi Louis VI, qui aime particulièrement la région. Louis VI le Gros, voilà, et qui demande que soit fondée ici à Chaly une abbaye en mémoire de son cousin Charles le Bon, comte de Flandre. C'est une abbaye qui va être confiée à des moines cisterciens qui vont, les moines cisterciens à Ora et Labora, ils prient, ils ont une vie intellectuelle très importante et ils travaillent. Ils travaillent énormément et c'est eux qui forgent le paysage agricole du Valois que nous connaissons aujourd'hui, puis ils ont une activité aussi piscicole qui est très importante, d'où les chapelets d'étangs qu'on retrouve entre Chaly et Ermenonville aujourd'hui. Ces moines vont vivre une grande période de prospérité tout au long du Moyen-Âge, et puis va arriver la Renaissance et l'arrivée d'un personnage célèbre qui est Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare, qui va importer la Renaissance d'une certaine manière ici à Chaly. C'est un conseiller de François Ier, un ami de François Ier, il a demandé à des artistes italiens, notamment Francesco Primatis et Sebastiano Serlio, de venir orner, décorer son abbaye de Chaly.
y a un musée aussi. Ce musée Jacquemart-André de Chaly qui présente environ 6000 œuvres d'art, alors des peintures, des dessins, des objets, des meubles, un espèce de panel voilà, du goût de Nelly Jacquemart-André, une célèbre collectionneuse de la fin du 19e siècle qui, avec son mari Édouard, ont parcouru tout le bassin méditerranéen, toute l'Europe en quête d'œuvres d'art. Et puis elle-même, après la mort de son mari, va aller jusqu'en Asie. On a un musée oriental ici, on a des œuvres égyptiennes, on a des œuvres évidemment de très beaux spécimens de la peinture française, européenne, italienne, et puis des objets de Turquie, de l'Empire ottoman, voilà, et puis du Moyen-Orient. Voilà, toute une multitude d'œuvres d'art. On a un terme pour qualifier un petit peu la collection, le goût de Nelly, c'est l'éclectisme. Voilà. Chalice, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu d'art et de culture, c'est un lieu de nature, d'horticulture, et ça va devenir un lieu de spectacle, puisque dans quelques jours, dans quelques semaines, à partir du mois de juillet, il y aura un spectacle de fauconnerie. Nous allons raconter l'histoire de Chaly en 25 minutes en nous aidant des oiseaux. Voilà. Alors dans cet endroit tout à fait unique, ces vieilles pierres, elles donnent envie notamment de tourner. Dans les films célèbres, on a les visiteurs qui ont fait la renommée. Les visiteurs Godefroy de Montmirail de Chaly. Et je vous présente la chapelle où Jacouille la fripouille vient voler les bijoux je sais plus qui, du duc de Pouille. Voilà, mais tout à fait. Voilà. C'est formidable. Voilà, mais on a eu le film ridicule, on a beaucoup de films historiques, des clips. Si ma mémoire est bonne, Mylène Farmer est venue tourner un clip ici, et puis des publicités. Voilà, on accueille des séries aussi. Terre de cinéma, terre de vie. Alors Alexis, il y a un endroit tout à fait merveilleux aussi à Chaly, c'est cette roseraie. Alors à la base, c'est Nelly Jacquemart-André qui avait créé une roseraie. Il y a eu une renaissance en 2000 et puis depuis 2001, vous organisez chaque année vos journées de la rose tout à fait extraordinaires. Ouais, exactement. Après la restauration qui a eu lieu entre 1998 et 2000, on s'est dit on a une magnifique roseraie, il nous faut l'animer. Ici à Chaly, nous avons 300 variétés de rosiers ici dans la grande roseraie. Et puis nous avons installé une centaine d'espèces botaniques, d'espèces de rosiers sauvages et botaniques. Voilà une roseraie qu'on a plantée cette année. Voilà, c'est déjà fini. Ce 4e numéro d'Ici-l'Oise prend fin. Profitez bien de vos vacances. On se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, vive l'Oise!